présentation de l'Institut, pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit. C'est l'Institut qui a été créé en 2019 au sein de l'Université Paris-Saclay, les représentants. Vous avez tout mis au fond, les représentants là. On peut s'occuper d'un petit Pascal. Donc on organise des programmes. L'idée c'est quoi? C'est qu'on réunit des chercheurs dans des thématiques définies, qui s'appellent la chimie, la physique, la biochimie, la biophysique. Dans notre cas, effectivement, c'est la physique, l'astrophysique et la physique de l'univers primordial. Et donc le but c'est d'avoir un espace où on réunit des chercheurs du monde entier. Donc cette semaine, la thématique c'est l'univers primordial. L'univers primordial, c'est la première seconde après le Big Bang. Donc on appelle ça l'inflation, le rating, tout ce qui s'est passé pendant une seconde, c'est passé beaucoup de choses pendant une seconde. Énormément de choses. Et donc on réunit des spécialistes du Japon, de Corée, du Mexique. Là on avait, je crois, 21 nationalités qui étaient venues. Et donc on réfléchit, ils ont leur bureau, on a des idées qui naissent. Voilà. Alors, une nouvelle astrophysicienne. Hop, c'est une future astrophysicienne. Et l'idée, c'est vraiment de réunir les spécialistes mondiaux d'un domaine, ils ont leur bureau, ils ont une infrastructure fantastique. Voilà. Ils s'occupent vraiment de nous, ils s'occupent de tous les moindres problèmes qu'on a, et nous, on a une chose absolue, c'est qu'on peut s'occuper que de la science. Donc, on réfléchit, on discute autour d'un café, autour d'un repas, autour de conférences, on présente nos travaux, et en moyenne, dans notre semaine à nous en tant que théoricien, parce que je suis un physicien théoricien, je ne me suis même pas présenté, Pierre Mambrini. Je suis un physicien théoricien, et là, moi je travaille sur tout ce qui est la physique au-delà du modèle standard, noir, énergie noire, inflation, voilà, et physique liée avec le CERN aussi, la physique des particules. Donc je suis théoricien, donc j'essaie de construire des modèles de physique théorique, et donc ils sont réunis ici tous les ans, depuis 2019, et à chaque fois il y a une trentaine de publications qui sortent de ces réunions, donc une nouvelle collaboration, et c'est vraiment le but de faire travailler en plus des plus jeunes, avec peut-être des sages, je dirais. Et dans ce cadre, on essaye aussi de développer des thématiques parallèles liées à l'art et liées à la diffusion de la culture scientifique. Donc, Miko est ici ce soir pour participer à cette diffusion de la culture scientifique qui on considère que c'est un pan important de notre travail de chercheur. Et le côté artistique, l'année dernière, on a fait une bande dessinée sur les rayons cosmiques et sur l'histoire de S, qui est accessible, qui est gratuite sur le campus. Vous devez pouvoir la trouver, on nous l'a demandé si vous ne l'avez pas. C'est l'histoire de la découverte des rayons cosmiques. Et cette année, c'est Pani Margot, qui est un designer argentin. Vous avez vu les robes, je pense, à l'entrée. Vous avez vu 3 robes à l'entrée, enfin 3 designs de robes à l'entrée. C'est Pani Margot, un designer argentin, passionné de physique, qui essaie de faire des robes liées à notre domaine. Donc, détecteur de neutrinos, l'antigravitationnel, chambre à bulles pour les particules. Et donc, il crée les robes en même temps de la conférence. Il assiste aux conférences, il regarde les images, ça l'inspire. Et il crée des designs. Donc, jeudi, oui, c'est jeudi à 17h. Ça, c'est 17h ou c'est 17h hein? Jeudi à 17h, il y aura l'exposition de toutes les robes si vous voulez venir jeudi. De la semaine prochaine, évidemment, à 17h. Il y aura un petit cocktail avec voilà, où on dévoilera toutes ces robes. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir Kumiko Kotera, qui est de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui a soumis sa thèse en 2000, qui a été ENSTA en 2005, 2006, ENSTA. Ouais, 2006, la thèse en 2009. Puis là, un poste permanent à l'IAP en 2014, c'est ça. 2012, on y est presque. Très bien. Et elle est directrice désormais de l'Institut de Paris, une des responsables du projet Grant, qui va nous en parler, j'imagine, sur la détection de neutrinos à haute énergie cosmique. Et elle va nous présenter, donc on a la chance de la voir ce soir, elle va nous présenter donc la chasse des messages univers violents. Elle est aussi auteure, autrice, pas trop comment on dit, du livre L'univers violent chez Albin Michel. Vous pouvez vous procurer, tu peux venir avec, vous aurez pu en vendre. Et pour les questions, vous pouvez évidemment poser des questions après la conférence, mais ce qui est bien, je pense, après, il y aura un petit cocktail à la sortie de la conférence, avec des bières ou pas? Un peu d'alcool? On a le droit? Ouais, on a le droit d'alcool, allez hop, personne ne saura. Et profitez-en pour poser des questions à Kumiko, parce qu'il y en a qui sont un peu timides, qui n'osent peut-être pas, n'hésitez pas, aussi sur le parcours, c'est aussi important, pas forcément un physique. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir un astrophysicien? C'est une bonne question. Et voilà, Kumiko, la parole est à toi. Merci, merci beaucoup. Vous m'entendez bien là ou il faut que je force un peu plus la voix? Non? Si, c'est bien. Alors, merci pour cette invitation, c'est un plaisir d'être là.
enfin, je disais à Yann que j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est le premier endroit où j'ai pu revoir du monde et des collègues après la pandémie. Et donc, c'est un lieu qui m'est cher pour ça. C'est vraiment un lieu de rencontre et dans une infrastructure effectivement assez exceptionnelle. Donc, en effet, on va partir à la chasse aux messagers de l'univers violent. Je vais vous écriter tout ce que ça veut dire. Cette chasse, ces messagers, ce que c'est que l'univers violent. Lorsqu'on se promène, là par exemple, dehors dans le noir, dans la nuit, et qu'on regarde le ciel, on a l'impression que l'univers, c'est un lieu paisible, avec des étoiles immuables, mais il n'en est rien. L'univers, c'est un lieu où on va trouver des étoiles massives en fin de vie qui vont exploser en ce qu'on appelle des supernovae. On va aussi trouver des étoiles encore plus massives qui vont s'effondrer sur elles-mêmes et produire des grands jets, comme vous l'avez vu là. On appelle des sursauts gamma. Ou encore, les plus petites étoiles de l'univers vont entrer en fusion et produire d'autres jets. Lors de cette fusion, on va appeler des sursauts gamma courts. L'univers est un endroit violent, avec des phénomènes explosifs qui jaillissent, qui pétillent. Et on aimerait bien comprendre comment ces phénomènes ont lieu, comment la physique qu'il y a à l'intérieur de tous ces objets, tous ces astres qui vont nous envoyer différents messagers. Pour justement comprendre ces objets qui sont plutôt rares en fait et qui s'allument de temps en temps dans le ciel, il s'est opéré cette dernière décennie une révolution. C'est la révolution multi-messager ou multisensorielle. Donc jusqu'à présent, en fait, lorsqu'on veut comprendre un objet, comment on fait? On peut le regarder, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent avec l'univers. On l'a observé, pardon, Voilà. Bon, je vais... Hop, excusez-moi. En lumière. Mais lorsqu'on regarde un objet qu'avec de la lumière, on peut avoir une vision distordue de cet objet-là. C'est comme dans cette parabole indienne de l'éléphant, où il y a des gens avec des yeux bandés qui vont regarder, qui vont observer, enfin, toucher un éléphant, l'éléphant, sa queue, sa trompe, ses pattes, et se dire « Ah, c'est un animal très long et un animal avec très massif, etc. » On peut avoir une vision très distordue lorsqu'on regarde qu'un seul messager. Donc, on va vouloir collecter d'autres messagers. Et il se trouve que on est aujourd'hui capable de aussi toucher l'univers. L'univers nous envoie des particules, des noyaux atomiques qui nous constituent, des noyaux de fer, de carbone, d'hydrogène, qui vont pleuvoir donc, du cosmos et qu'on va pouvoir détecter. Ça s'appelle des rayons cosmiques. D'autres particules, un peu plus moins ordinaires, qu'on appelle des neutrinos, qui ont une caractéristique physique qu'on appelle la saveur, puisque les physiciens sont gourmands, on le sait, nous permettent de goûter l'univers, parce que ces particules aussi vont nous pleuvoir dessus. Enfin, on a ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles qui sont aussi émises par l'univers, par les objets les plus violents de l'univers, qui sont des perturbations de l'espace-temps, des ondes qui vont parvenir jusqu'à nous et qui peuvent s'apparenter au son de l'univers. Et si on rassemble tous ces messagers, on va pouvoir avoir une expérience complète, multisensorielle, de ce qui se passe dans les événements les plus violents de l'univers. Et c'est un peu ce qu'on a envie de faire. Enfin, c'est même exactement ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on a envie de faire et c'est ce qui vient, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'ouvre et ce qui est en train de se passer là maintenant dans notre domaine en astronomie depuis une décennie. En particulier, en 2015, on a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles, ce son de l'univers, avec une prouesse technologique. Vous avez dû entendre parler peut-être de LIGO et de Virgo. Ce sont des détecteurs, des interféromètres qui sont placés aux quatre coins du globe, donc à deux extrémités des États-Unis. Ici, dans l'État de Washington,
sur la côte ouest des États-Unis, et là en Louisiane. Ici, Virgo à Pise en Italie. Et ce sont des tunnels formés, tunnels de 4 km de long chacun, avec des miroirs suspendus au bout, où il y a des lasers qui rebondissent et qui vont réussir donc dans de l'ultra vide, et qui vont réussir la prouesse de mesurer des déformations de distance, lorsque les ondes gravitationnelles passent au travers de la Terre, d'un 10 millième de la taille d'un proton. C'est ça qui s'est passé en 2015. Et pour la première fois, donc, on a entendu le son de l'univers, le son d'un objet violent qui était en train de coalescer dans l'univers, de fusionner dans l'univers. Et ça a ouvert un nouveau champ. Donc, toute cette expérience multisensorielle a été transformée. Multimessager. Seulement, voilà, entendre le son de l'univers, voir l'univers, c'est bien, mais on a envie de le faire ensemble, de mettre les messagers ensemble. En 2015, ça n'avait pas été le cas, on avait juste détecté ces ondes gravitationnelles sans voir de contrepartie en lumière. Et en 2017, c'est passé comme ça, c'est-à-dire que pour la première fois, les interféromètres, LIGO et Virgo, détectent des ondes gravitationnelles, et en même temps, un satellite gamma détecte ce qu'on appelle un sursaut gamma, un flash de lumière à 2 secondes près. C'est la première fois qu'on a une véritable expérience multi-messager de l'univers en son et lumière. Donc ça, c'était formidable. Et alors, pour vous raconter vraiment comment ça se passe, cette recherche, donc, au moment, enfin, comment ça se passe, on est dans l'univers violent, on prépare des instruments, on prépare des théories, et puis on attend que les choses se passent, parce que ces événements-là sont fugaces, et il faut juste être prêt pour être capable de les capturer. Et alors, qu'est-ce que je faisais? Pardon. Moi, au moment où cette coalescence, ce son et lumière se passe, et en fait, c'était 2 étoiles à neutrons qui étaient les plus petites étoiles de l'univers qui étaient en train de 2 plus petites étoiles de l'univers qui étaient en train d'entrer en fusion, donc produire ce jet lumineux en même temps. Donc ça perturbe l'espace-temps, ça produit ces ondes gravitationnelles qu'on détecte, et en même temps on voit ce flash de lumière. Et moi pendant ce temps, pardon, hop, vous l'avez vu, je vais y arriver. J'étais enceinte de 8 mois et j'étais en train de coller du papier peint dans la chambre de mon futur fils. Et comme l'univers n'attend pas, cette chose arrive, et j'en ai vent un peu plus tard, parce que voilà, ça s'est ébruité assez rapidement. Et là, je me dis, il faut détecter des neutrinos de ultra haute énergie pour compléter ce tableau, parce que c'est bien le son, la lumière, mais on veut aussi toucher cet univers, et puis on veut aussi le goûter, quoi. Donc voilà. Et c'est comme ça enfin c'est pas que comme ça, c'est un peu la suite de l'histoire déjà, mais c'est comme ça qu'on avance et qu'on construit ce projet grand dont je vais vous parler. Oups, pardon. Alors donc je viens de vous dire, on veut aussi toucher cet univers violent. Donc je vous ai dit, toucher l'univers, ça veut dire recevoir des particules qui pleuvent du ciel. Et donc, ces particules, on les appelle des rayons cosmiques. Ce sont des noyaux atomiques. Donc, pour ceux qui sont les plus jeunes, là, donc la matière qu'on a autour de nous est constituée de ce qu'on appelle des atomes. On a au milieu de ces atomes un noyau atomique chargé positivement, et tout autour des électrons qui sont en nuage et qui ont une charge négative. Ce qui importe, c'est celui-là, les rayons cosmiques, cette charge positive. Ce noyau atomique, ces rayons cosmiques, on en reçoit plein. On reçoit 1 kg de rayons cosmiques par an sur Terre.
Vous allez vous dire, ouais, super, 1 kilo, c'est pas beaucoup. Sauf que rappelez-vous que ce sont des noyaux atomiques et que chaque noyau atomique pèse donc, un proton par exemple, 10 puissance moins 27 kg, c'est-à-dire qu'on reçoit 10 puissance 27 kg de rayons cosmiques par an sur Terre. C'est beaucoup. Parmi ces rayons cosmiques, certains que vous voyez dans le... J'ai du mal. Voilà. Que vous voyez dans ce petit film, ceux-là, ce sont des particules de ultra haute énergie, qui ont une énergie de malade mental. C'est quoi une énergie de malade mental? C'est 10 puissance 20 électronvolts. Peut-être que ça ne vous parle pas. Peut-être que peut-être. 10 joules, c'est l'énergie nécessaire pour chauffer une tasse de thé. Super. En fait, si c'est super, ça veut dire que si vous aviez un rayon cosmique de ultra haute énergie qui passe dans votre thé et que vous déposez son énergie, ça chaufferait tout de suite votre thé. C'est quand même cool. Sinon, c'est aussi l'énergie d'une balle de fusil. C'est l'énergie d'une balle frappée par Roger Federer. Dites ok, super. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans le macroscopique. Si vous mettez cette énergie macroscopique dans une particule subatomique, vous savez que pour accélérer une particule subatomique très, très légère, en fait, c'est très compliqué. Typiquement, si on voulait utiliser les techniques actuelles, comme on a au CERN, donc au LHC, le Large Hadron Collider, qui est la technique la plus poussée humaine pour accélérer des particules, il faudrait un accélérateur. Donc pour les accélérer jusqu'à ces énergies-là, il faudrait un accélérateur de la taille de notre galaxie. Donc là, vous sentez la dimension des particules. Donc on a des rayons cosmiques de ultra haute énergie qui nous peuvent dessus. Et il se trouve qu'on est capable aujourd'hui de les détecter de façon très routinière avec un détecteur en Argentine, constitué de cuves d'eau avec des capteurs. Et donc on voit 2 particules environ par mois arriver avec des énergies ultra hautes, comme ceci. Donc on arrive en fait d'une certaine façon un peu à toucher cet univers violent. Mais pourquoi est-ce que ça ne nous suffit pas? C'est parce que ces rayons cosmiques, comme je vous l'ai dit, ils sont chargés. S'ils sont chargés, lorsqu'ils partent de leur source et qu'ils arrivent jusqu'à nous, ils vont être défléchis par tous les champs magnétiques de l'univers. Vous savez que la Terre est magnétisée, c'est pour ça que la boussole se tourne vers le nord, mais la galaxie entière, l'univers entier est magnétisé. Et donc, lorsque la particule se propage, elle va être défléchie. Lorsqu'elle arrive sur Terre et qu'on la détecte, et qu'on regarde dans sa direction d'arrivée, en fait, il n'y a pas de source, parce que la particule a fait comme ça, et que donc la source, en fait, elle est quelque part ailleurs. Donc, il est très difficile de faire cette expérience multi-messager, multisensorielle de l'univers avec des rayons cosmiques, parce que ce qu'on détecte sur Terre, c'est compliqué de l'associer à ce qui s'est passé dans le ciel, à cause de cette déflexion. Or, ce qui est super, c'est que les rayons cosmiques produisent des neutrinos. Et les neutrinos, comme leur nom l'indique, c'est des particules neutres. Ça veut dire que ces rayons cosmiques vont être accélérés à des énergies ultra hautes, elles vont interagir à l'intérieur de la source, produire des neutrinos, leur donner quasiment une grosse partie de leur énergie. On va avoir des neutrinos avec une énorme énergie qui vont venir tout droit. Alors, qu'est-ce qu'un neutrino? Un neutrino, c'est une particule extraordinaire dans la sphère des particules ordinaires. C'est un cousin de l'électron, un lepton, et on reçoit des neutrinos là, tout le temps là, du Soleil. À chaque fois qu'il y a une réaction nucléaire, ça produit des neutrinos. Dans les réacteurs nucléaires, il y a des neutrinos. Dans le Soleil, puisqu'il y a des réactions nucléaires pour briller le Soleil, il y a des neutrinos qui sont produits abondamment. Là, à chaque instant, chaque seconde, vous avez 1000 milliards de neutrinos qui vous traversent le corps, et il faudrait que vous viviez 100 ans pour qu'un des neutrinos qui vous traverse daigne interagir avec votre corps. C'est là où c'est extraordinaire, parce que cette interaction très faible que le neutrino a avec la matière
c'est à la fois intéressant, parce que ça traverse tout, et en même temps, c'est un peu ennuyeux pour nous qui souhaitons les détecter, parce que si ça nous traverse, en fait, c'est compliqué à détecter. Et ça va être un challenge. Mais donc, les neutrinos, ça va tout droit, et on peut s'en servir comme messager direct de ce qui se passe dans l'univers violent. Des neutrinos, on en connaît de toutes sortes. On sait qu'ils ont, donc, comme je vous l'ai dit, il y en a plein. Donc là, c'est le nombre de neutrinos, et là, l'énergie des neutrinos. Il y a plein de neutrinos qui viennent du Soleil, qui sont produits en abondance, qui ont une énergie moyenne. Et plus on va à haute énergie, et moins il y a de neutrinos, ce qui paraît intuitivement logique, puisque accélérer des particules à haute énergie, c'est compliqué. Donner de l'énergie à des particules, c'est compliqué. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est que jusqu'à très haute énergie, on a déjà détecté des neutrinos. Et on a réussi à sonder comme ça l'univers relativement violent. Par exemple, probablement des supernovae qui explosent, d'autres sources très, très énergétiques. Et ça a été fait en particulier par ce détecteur, autre prouesse technologique, qui s'appelle IceCube. Donc c'est 1 km³ de glace en Antarctique, instrumenté par des lignes comme ça sur plusieurs kilomètres, avec des détecteurs enfilés dessus, comme des perles. Donc ça fait une espèce de cube avec plein de filins, plein de perles, un truc en 3D. Et là-dedans, on a vu, lorsqu'il y a un neutrino qui traverse la glace est assez dense pour qu'à un moment, le neutrino, en tout cas à cette énergie-là, finisse par interagir avec l'eau de la glace, et produise une lumière qui va être captée par ces différents détecteurs. Et c'est ça qui s'est passé en 2013 pour la première fois. Donc, quand je vous dis que vraiment c'est quelque chose qui s'est tout ça s'est ouvert la dernière décennie, c'est réel. 2013, donc on détecte les premiers neutrinos de très haute énergie. 2015, les ondes gravitationnelles. 2017, on fait son et lumière, ondes gravitationnelles et lumière. Donc. Et là, on attend d'avoir la saveur du neutrino en même temps que tout ça. C'est pas encore complètement fait. Donc là, les neutrinos sont détectés, peut-être déjà avec de la lumière. Ça semble, des neutrinos avec de la lumière, ça a peut-être été, enfin, ça sent très bon. Et donc ça, c'est bien. Mais au-delà, on n'a pas encore détecté de neutrinos. Et c'est pourtant là qu'on a envie d'aller, parce que nous, on veut vraiment étudier l'univers le plus extrême. L'univers le plus extrême, et on sait en plus que ces neutrinos existent parce que les rayons cosmiques de ultra haute énergie sont détectés de façon routinière en Argentine, et que forcément, à un moment, ces rayons cosmiques interagissent et produisent des neutrinos de ultra haute énergie. Donc ces particules-là, ces neutrinos existent forcément, mais on ne les a pas encore détectés. Or, comme je vous l'ai dit, ce seraient des messagers idéaux pour sonder l'univers extrême. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, il y a 10 ans, de construire Grande pour arriver à regarder dans cette fenêtre-là. Ce qui s'est... Donc, depuis tout à l'heure, je dis c'est pas encore arrivé. En fait, c'est pas vrai. L'année dernière, il y a eu une annonce assez fracassante et très mystérieuse d'un détecteur qui s'appelle KM3net, qui est une sorte de réplique de IceCube, version européenne, dans la mer Méditerranée. Donc là, au lieu d'avoir de la glace, on a l'eau méditerranéenne et des filins, pareil, à plusieurs kilomètres de profondeur, et qui sont instrumentés par des détecteurs. Et là, grande surprise, ce détecteur était conçu pour voir des neutrinos dans cette gamme d'énergie, comme IceCube. Et là, on voit une baleine cosmique qui passe, c'est-à-dire plein de capteurs, des milliers de capteurs qui s'allument d'un coup, et qui est le signe d'un neutrino de ultra haute énergie qui est passé. Donc, dans cette gamme-là, ici, à 10 puissance 17 électronvolts, donc c'est à peu près certain qu'on a eu vraiment un neutrino de ultra haute énergie, un seul,
Sauf que ce qui est mystérieux, c'est que, comme je vous le disais, normalement le neutrino est neutre, on regarde dans sa direction d'arrivée, on trouve une source. Dans ce cas-là, on ne voit rien. On ne voit pas de source qui a explosé, on ne voit rien qui a vraiment une tête de quelque chose d'ultra énergétique qui aurait pu donner naissance à ce neutrino. Et ce qui est problématique avec KM3net, c'est qu'à l'époque, quand ça a été détecté, le détecteur n'était pas complet. Et d'ailleurs, il ne l'est toujours pas, il est toujours en cours de déploiement. La calibration du détecteur n'était pas terminée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à comprendre, enfin, à savoir exactement où le neutrino venait, de quelle direction du ciel. Donc il y a beaucoup d'incertitudes reliées à cette détection. Et avec une particule, c'est difficile de dire quoi que ce soit. Mais pour nous, c'était une aubaine. Ça veut dire que les neutrinos de ultra haute énergie existent bel et bien, puis en plus, c'est très mystérieux. Donc, il faut construire un détecteur dédié pour en détecter plein. Donc, il faut faire grande. Sauf que se servir de l'eau ou de la glace, ça ne va pas être suffisant. En fait, si on veut faire ça 10 fois, 1000 fois, oui, mais il faut de la place, il faut de l'argent, c'est extrêmement cher. Peut-être que ça va être fait en Chine, mais voilà, c'était pas l'idée qu'on avait, nous. Ce qu'on s'est dit, c'est d'essayer de faire quelque chose de cheap, c'est-à-dire de la radio. Et en plus de servir de quelque chose qui est très commun, c'est-à-dire la Terre comme cible pour faire interagir les neutrinos. L'idée, c'est de se dire, un neutrino, les neutrinos de ultra haute énergie, s'ils rentrent dans la Terre, à un moment, ils vont se faire fracasser la figure parce que quand même la Terre, c'est dense. Et donc, ces neutrinos, en se faisant fracasser la figure, peuvent produire une particule secondaire, ici un lepton tau, qui va sortir de l'atmosphère, dans l'atmosphère, sortir de la montagne, sortir de l'atmosphère. Et cette particule-là, elle est instable. C'est-à-dire que, vous en avez peut-être peu entendu parler, c'est pour cause, parce que comme ce n'est pas une particule ordinaire qu'on trouve dans la nature comme ça, qui se balade, en fait, elle est instable, elle se désintègre spontanément. Et c'est ce qui va se passer, au bout d'un certain temps, elle va se désintégrer, produire des particules secondaires qui vont interagir avec les molécules de l'atmosphère, leur donner de l'énergie, ça va créer encore d'autres particules qui vont encore interagir avec les autres molécules de l'atmosphère, etc., etc. Ça va créer comme ça une douche, une cascade de particules secondaires, tertiaires, etc. Et dans cette gerbe, on appelle ça une gerbe atmosphérique, une gerbe de particules qui se développent dans l'atmosphère, à l'intérieur de cette gerbe, vous allez avoir des particules chargées positivement et des particules chargées négativement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le savez, la Terre est magnétisée. Ça veut dire que les particules chargées positivement vont partir d'un côté et les particules chargées négativement, des deux côtés. Et ça va créer un courant électrique, comme un courant électrique. Et un courant électrique en mouvement, dans le temps, c'est la loi de Faraday, ça va créer un champ électromagnétique. Il se trouve que un champ électromagnétique, c'est de la lumière. Ce champ électromagnétique, on va le voir, enfin, il va être proéminent, très fort, dans la gamme radio, et en particulier dans la gamme FM. FM comme la radio qu'on écoute. Dans les fréquences 90 à 100, quoi. Enfin, 80 à 120, quoi. Et donc, ça veut dire qu'en mettant des antennes très simples, comme vous avez sur le toit de votre voiture, on va pouvoir détecter des neutrinos. C'est assez puissant, ça veut dire que ça va être une expérience pas chère. Enfin, chère dans le sens où, enfin, pas si chère d'ailleurs, vraiment. Ça veut dire qu'au moins, donc, parce que la radio, c'est des bouts de métal. Et en plus, l'électronique associée, ça va être assez simple. Ça va être, ok, on détecte un pulse ou pas. Donc, on va pouvoir en déployer plein, couvrir une très grande surface au sol. Et couvrir une grande surface au sol, c'est exactement ce dont on a besoin pour détecter des neutrinos qui sont si peu abondants. Vous l'avez vu tout à l'heure hein, dans la slide d'avant, les neutrinos de ultra haute énergie, ils sont très peu nombreux ici. Donc il faut construire quelque chose de très grand, ouvrir les bras très grands pour avoir une chance qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus. Et donc la radio, ça tombe bien, c'est une bonne façon puisque on peut dupliquer ça de façon,
très, très... on va pouvoir dupliquer ça de façon assez facile et chaque unité va coûter assez peu cher pour qu'au total l'expérience soit raisonnable en termes de coût également et en termes de maintenance. L'idée donc sur laquelle on est parti un peu au début, c'est de se dire on va aller déployer plusieurs dizaines de milliers d'antennes, au moins sur 2 hémisphères, pour couvrir le ciel du nord et le ciel du sud, et donc voir une vision de l'ensemble du ciel. Donc voilà, c'était ça l'idée de GRAND, le Giant Radio Array for Neutrino Detection. Comment est-ce qu'on construit un projet comme ça? Eh bien, ça commence avec un café, parce que tout dans la recherche commence avec un café. Et d'ailleurs là, vous avez une belle salle de café avec une machine à café, c'est super important. Donc ça, c'est le forum de l'IAP, de l'Institut d'astrophysique de Paris, où on prend notre café. Et là, c'est mes enfants, mais là, en 2014, Olivier Martineau, qui est maître de conférence au LPNHE, laboratoire de physique nucléaire et de haute énergie, est venu prendre un café avec moi. Alors, il revenait de Chine, ça faisait 5 ans qu'il était en Chine, il avait passé du temps à coller des antennes, parce que lui, il avait déjà un peu cette idée en tête de détecter des particules avec de la radio. Et donc, il vient me voir et il me dit, j'ai cette idée de déployer plein d'antennes, et genre plein, sur des montagnes en Chine, pour détecter des neutrinos de ultra haute énergie, mais je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Et moi, donc 2014, donc je venais pas d'être recrutée, mais ça faisait 2 ans, et puis moi j'étais théoricienne à l'époque. Et donc je faisais des modèles de sources, comme vous avez vu tout à l'heure, où je faisais des spéculations sur comment ça fonctionnait la physique à l'intérieur, et je calculais combien de neutrinos, de rayons cosmiques, et donc de neutrinos, ces sources-là allaient les produire. Et donc j'essayais de voir combien de neutrinos on allait avoir, et si jamais ça allait être détectable par un instrument quelconque. Et donc ça faisait quelques années que ma réponse était non. Parce qu'il n'y avait pas d'instrument sur le marché, ou même envisagé, qui allait jamais atteindre les flux, en fait, les noms, ce que je prédisais, quoi. Je trouvais ça assez désespérant. Je me disais, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne vais pas faire ça pendant 30 ans. Je vais aller faire, je sais pas quoi, dans l'industrie. Voilà. C'était un peu un moment ça faisait 2 ans que j'étais recrutée, mais j'étais prête à faire autre chose, quoi. Et là, Olivier arrive et monte ce truc, et il me dit, je lui dis, d'accord, neutrinos de ultra haute énergie, ça m'intéresse, vas-y, tu serais capable d'en détecter combien, quoi. Et donc, il me montre une courbe, et là, je fais, mais c'est génial ton histoire, c'est exactement ce qu'il faut, parce qu'en fait, on allait détecter les prédictions que je faisais, quoi. Donc, je faisais avec nos collaborateurs, on faisait avec nos collaborateurs. Voilà. Et Olivier est très convaincant, en tout cas avec moi. Et il a réussi à me convaincre que ça allait être bien, facile, possible. Et comme je suis très optimiste, tous les deux, on a eu un peu des creux finalement. Il m'a convaincu que c'était possible. Donc au début, on était 2. Ah oui, en plus, il m'a fait croire aussi qu'il y avait du monde avec lui. Enfin, en fait, il était tout seul. C'est parti sur un gros malentendu. En fait, c'était bien. Et donc, on était 2 et on se dit, ok, on va organiser une première réunion avec du monde pour essayer de brainstormer et voir si c'est bien. On va dans les sous-sols de Jussieu, de Sorbonne Université, et on rassemble tout ce beau monde là, des experts du domaine, peut-être certains vous connaîtrez. Et on se dit, donc là, on se met 2, et puis là, il y en a plusieurs qui nous rejoignent, on est 20. C'est là où on se dit, on va faire plusieurs dizaines de milliers d'antennes sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Et on fait ça autour de café, de bière.
voilà, ça continue au bar. C'est comme ça que ça se passe, vraiment. C'est-à-dire que entre deux, et voilà, ça continue à grossir entre 2015 et 2025. On discute et on fait des calculs et on élabore notre projet, on développe notre projet dans des labos, des bars, des cantines, des distilleries, de par le monde. Et comme ça, on arrive à plus de 130 membres internationaux sur 14 pays. Et ça, c'est aujourd'hui la collaboration grande. Voilà, donc ça, c'est juste un petit sample, une petite fraction de la collaboration. Mais donc, voilà, plus de 130 membres, 14 pays. Et avec la France qui est très motrice là-dedans, puisque donc Olivier et moi. Et puis on a un troisième porte-parole chinois, Shang Pingwu, qui est vraiment une grande personnalité qui donc, a impulsé le projet du côté chinois. Ça a été très nécessaire parce que donc, quand on est parti, on n'avait pas un rond. Et c'était aussi l'idée de construire ça en Chine, c'est qu'on a senti qu'il y aurait un soutien en Chine. Et les collègues chinois se sont tout de suite mis à nous soutenir et à agréger du monde et de l'expertise et à se former justement pour pouvoir construire cette expertise. Et ça résulte en une très belle collaboration internationale. Donc, avec cette collaboration, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, il faut construire un prototype d'antenne radio qui va montrer que cette technique de détection radio, elle fonctionne. Et on ne va pas commencer à partir sur plusieurs fronts, c'est-à-dire à l'époque, on n'avait pas détecté de neutrinos d'ultra haute énergie du tout, donc on ne savait pas vraiment s'il y en avait ou pas. Et donc on s'est dit, on va valider nos techniques de détection sur les rayons cosmiques, qui sont des particules qu'on connaît bien, qui font un peu le même schéma. Au lieu de traverser la Terre et tout, en fait, les rayons cosmiques pleuvent dans l'atmosphère directement, collisionnent avec les molécules de l'atmosphère, font des gerbes de particules. À l'intérieur de la gerbe de particules, séparation de charge, courant électrique en mouvement, génération de champs électromagnétiques, radio, antenne radio, et donc détection. Il se trouve que cette détection, cette émission radio avait déjà été vue par d'autres expériences, mais en utilisant des techniques, des antennes radio et aussi des techniques plus standards de cuves d'eau avec des détecteurs ou des scintillateurs, des détecteurs de particules. Donc tout ça avait un peu été fait, mais la radio toute seule, dire qu'on pouvait détecter des particules avec de la radio seule, ça n'avait jamais été fait. Et tout le monde nous disait, vous ne le ferez jamais. Ça ne marchera pas du tout. Rentrez chez vous. Et vraiment, on l'a entendu pendant 10 ans. Pourquoi? Et c'était un challenge. Hein. Pourquoi? Parce que, où qu'on aille, dans le désert de Gobi, le plus reculé en Chine, ou dans la Pampa en Argentine, on est toujours dominé par le bruit humain. La radio, c'est traître, ça ne se voit pas, mais à 20 bornes, s'il y a une ligne électrique, ça crache de la radio. Et on va le voir. Et ça va pourrir notre instrument. Et donc, au lieu de voir le signal tout faible des fleuves du ciel, on va être juste inondé par un truc là-bas qui crache. Voilà. Donc, c'était un challenge de se dire, on va pouvoir construire un système électronique qui va être capable d'avaler du bruit humain et quand même d'être tout le temps vivant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a du bruit humain, il va quand même pouvoir enregistrer et dans le lot, peut-être qu'il va y avoir un petit signal. Il fallait quelque chose, une électronique vraiment très, très, très rapide. Et puis, il fallait être capable de faire la distinction entre ce bruit humain et le petit pulse radio qui provient d'une particule. Et donc, il fallait démontrer ça. Et donc, pour ça, on s'est mis en Chine, dans le désert de Gobi. Vous voyez là. Donc, près d'une ville qui s'appelle Dunhuan, en plein désert. Donc, on a fait plusieurs campagnes de mesures pour aller trouver un endroit
bien désertique, bien éloigné de la population. Et donc vous voyez que ici c'est une ville oasis historique, la dernière ville oasis avant l'entrée du désert. Et donc pour aller à Dunhuan, on va d'abord souvent soit à Shanghai ou à Beijing. Ensuite on prend l'avion jusqu'à Dunhuan. Et à partir de Dunhuan, on prend 4x4. On prend l'autoroute sur 30 minutes et puis ensuite 3 heures de piste dans le désert. Et on arrive comme ça sur ce petit trapèze qui est l'endroit qui nous a été accordé par le gouvernement local pour déployer sur 200 km² nos antennes. Donc voilà la façon dont on va disposer toutes nos antennes. Donc là, c'est 300 antennes avec une région un peu plus dense d'antennes pour étudier certains phénomènes. Et donc voilà, on a travaillé beaucoup pour obtenir cette approbation du gouvernement local. Alors il se trouve que c'est lorsqu'on va dans des déserts comme ça, ou des coins reculés, et qu'on dit qu'on est une collaboration internationale et qu'on va faire de la science et qu'on va s'installer là, les gouvernements sont super contents parce qu'il va y avoir de l'argent et puis c'est bien, etc. Donc ils nous accueillent les bras ouverts, sauf que, et c'est super, sauf qu'après, il faut quand même se rendre compte que dans ces régions les plus désertiques, les déserts, en fait, c'est souvent soit des réserves naturelles, qui a beaucoup de contraintes, soit c'est des zones militaires, donc il y a beaucoup de contraintes. Et donc il a fallu, pour ça, trouver différents sites négociés, abandonnés, etc. C'était très long. Ça nous a pris plusieurs années. Et à la fin, donc, on a convergé sur cet endroit-là, qui est en fait une réserve naturelle. Et on a fait super bien. On a un super rapport avec le gouvernement local. Et ça se passe très bien. Donc, voilà, c'est là, donc depuis Dunhuan, on va 3 bonnes heures de route. Et dans cet endroit qui s'appelle Shaolushan, qui signifie petite montagne. Alors maintenant, je vais vous montrer un bout de vlog qui a été filmé lors d'une de nos missions sur le terrain l'année dernière, quasiment 1 an jour pour jour, par le postdoc de notre équipe. Et c'est l'arrivée sur le terrain, etc. Comme ça, ça vous donnera un sens de où on va, comment, et comme c'est l'aventure, et je m'en prends plein la figure. C'est cool. Voilà, j'espère que ça va. We are in Dunhuang and time to leave to the site. Let's go! We just saw some camels and now we're in a bumpy ride. Fengfei is driving us very well and Kumiko is having a good time. Hello! Have arrived on site. I must say it's quite a magnificent view after a bumpy ride, which was honestly very fun with some camels along the way. We have arrived at our humble abodes behind us, and now I'll give you a little house tour.
This is the bedroom. Olivier is already sleeping. Hello. Confort. The same place where storage room and also do the install and check for the person stand. That's a sitting room or meeting room. And that is Kumiko's room. Wow. Look at this luxury hotel 5-star. Exactly. Yeah. And you have a thief behind you. Look. Now it's time for lunch and then we get to work. Let's go. Et voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble. Et donc ça c'est à ça que ça ressemble la base de vie et puis aussi l'ambiance. Enfin, c'est vraiment, on est une très très chouette collaboration avec une super ambiance. Et donc voilà aussi l'autre, ça c'est les bâtiments d'acquisition de données avec des ordinateurs et des ordinateurs qui tournent pour acquérir les données. Et puis voilà une antenne qui était en train d'être testée par une antenne ici qui émet des signaux. Et donc, et voilà à quoi donc ressemble une antenne. Donc vous voyez, c'est un mât, moi je les trouve très élégantes. C'est un mât de 3,5 mètres avec donc une antenne papillon sur le dessus. Vous avez le système GPS, le GPS que Pablo est en train de manipuler. Mais donc voilà, vous avez tout est autonome. On a un panneau solaire pour l'énergie, c'est dit en français, pour fournir de l'énergie. Un relais Wi-Fi pour la communication. Donc c'est là que ça se passe, ces antennes-là qui mesurent, qui détectent les ondes radio qui arrivent, avec un petit amplificateur ici dans la tête de l'antenne. Et puis ici dans l'ensemble du boîtier, il y a une batterie et puis tout le boîtier d'acquisition de données que vous voyez ici avec toute l'électronique. Et voilà à quoi ressemble un signal. Un signal sur une de nos antennes. En gros, ici vous avez l'amplitude électrique en fonction du temps. Et ce qui va se passer, donc vraiment, c'est que sur l'antenne, vous allez voir et ce pic, c'est le signal d'une particule ou en fait, sinon le signal d'un avion qui passe ou d'une ligne électrique ou quelque chose comme ça. Comme ça, là, le bruit, il se trouve que c'est le bruit de notre galaxie. Parce que notre galaxie, le cœur de notre galaxie en particulier, émet en radio, aussi dans ces fréquences-là. Et donc, on l'entend de façon constante. Et c'est super, on peut s'en servir pour calibrer. Je vais vous montrer. Et une autre mesure qu'on peut faire de ce qu'on observe sur le sol, c'est un très bel anneau. Donc ici, c'est un cas idéalisé où chaque pixel représenterait une antenne. Donc là, c'est un réseau très très dense d'antennes. Mais donc, si jamais on avait un réseau idéal comme ça, on verrait se dessiner un très bel anneau lorsqu'on a une particule qui passe par cette espèce de la concentration du signal, ce qu'on appelle un anneau Cherenkov. Et donc, on peut se servir de cette géométrie-là pour reconstruire la direction d'arrivée de la particule d'origine. Et non seulement ça, mais surtout aussi, on peut se servir de cette géométrie pour dire que c'est bien une particule qui est arrivée. Lorsqu'on a, par exemple, 10 antennes comme ça qui sont allumées en cercle, on peut se dire, ah, c'est forcément une particule parce qu'un avion qui va passer ne va pas faire un anneau. C'est vraiment une signature très distinctive d'une particule, d'un neutrino ou d'un rayon cosmique. Donc là, tout à l'heure, je vous disais qu'on peut se servir de la galaxie pour calibrer nos antennes. C'est effectivement très intéressant parce que notre voie lactée, donc a un cœur
Et comme on est sur un bras, lorsque en fait, tout simplement, lorsque la Terre tourne, on va avoir le cœur de la galaxie qui va être plus ou moins dans notre champ de vue. Donc, en fait, comme le Soleil se lève et se couche, le cœur de la galaxie va se lever et se coucher dans le ciel. Et lorsque le cœur de la galaxie va entrer dans le ciel, l'émission radio de cette galaxie va être de plus en plus amplifiée et rediminuée. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très distinctement dans nos données. Et ça va nous permettre de calibrer le niveau de signal radio qu'on est en train de voir, puisqu'on connaît très bien ce signal radio de la galaxie qui est mesuré par plein d'autres instruments. Donc ça, c'est super, et on le voit, ça veut dire que nos antennes fonctionnent. Et je vais vous faire écouter la galaxie. Et donc pour faire cette calibration, il va falloir, je vous ai montré, en fait, là, ce qu'on voyait, c'était sur un bras de l'antenne. C'était est-ouest. En fait, on a deux bras, trois bras, nord-sud, est-ouest, et le bras vertical. Et donc, en fonction de l'orientation, cette montée dans le ciel du signal de la galaxie va être différente. Mais beaucoup d'autres choses vont être différentes. Aussi, les signaux des particules vont être différents. Donc, pour ça, il va falloir très bien calibrer, bien savoir quelle est la direction, si on est bien pointé nord-sud. Et c'est assez compliqué parce que quand on est sur le terrain, on fait ça avec une boussole, notre téléphone portable souvent, et puis on fait ça à l'œil. Et en plus, il se trouve que là où on est, c'est une mine un peu de fer, de minerai, et donc les boussoles sont un peu déconnantes. Et donc, on n'arrive pas très bien à la calibrer. Et donc, c'était juste pour vous dire que il y a 2 semaines, on était sur le terrain pour faire des mesures exactes de l'orientation de nos bras d'antenne en utilisant donc, des mesures GPS avec un système qu'on appelle RTK. Et donc, voilà, on a fait ça. J'étais trop contente. J'ai embrassé, j'ai fait des câlins à mes antennes 63 fois. Et on est allé comme ça mesurer la direction des bras de l'antenne pour pouvoir être bien sûr de faire cette calibration correctement. Mais c'est vraiment une expérience assez incroyable d'être sur le terrain comme ça dans le désert de Gobi. Le soir, il fait -4, dans la journée, il fait 20. Le soir, vous bossez. En fait, on dort très peu, on travaille comme des fous pour analyser les données qu'on a récupérées dans la journée. Et puis, et après, on sort, on voit la voie lactée qui se déploie comme ça, et il y a vos antennes qui ne sont pas très loin. On est très fatigué physiquement parce qu'on court dans le désert toute la journée, avec la poussière, le sable, et puis le soleil qui tape là. Ça me met dans un état assez méditatif. Je trouve ça, c'est une expérience vraiment dingue. Et voilà, j'espère qu'un jour, vous pourrez la vivre. Pas forcément sur grande, mais d'être comme ça sur des instruments et de pouvoir les toucher. Il y a une connexion vraiment au cosmos qui est extrêmement émouvante. Et donc voilà, c'est ça aussi, cette aventure de la recherche. Et avec nos antennes, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Ça aussi, c'est vraiment génial. Je suis tellement contente en fait de parler au public parce que ça me permet de partager mon enthousiasme, ce que je fais moins quand je fais mes chercheurs, je suis obligée de faire oui, et nous avons détecté ça. Mais en fait, c'est trop bien. Donc, en fait, on a détecté des rayons cosmiques pour la première fois cette année. Et c'est le doctorant de mon équipe, Yolande Lavoisier, qui détecte en fait les premiers batchs de ces rayons cosmiques. Le premier batch qu'il m'envoie, j'étais dans une conférence, on était tous les deux dans une conférence à quelques sièges d'écart, et puis à un moment, il m'envoie un mail, il me fait j'ai des trucs comme ça. Et donc, je regarde, et en fait, donc tout ça, c'est des numéros qui correspondent à des antennes sur le sol. Et là, vous avez les antennes qui s'allument, qui sont allumées avec un signal radio, et le temps auquel ça s'est allumé. Donc, d'abord, on a eu ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et
on ne voit pas forcément l'anneau, mais c'est vraiment le genre de tête de signal qu'on attend lorsqu'il y a une particule qui arrive. Et aussi donc, le signal sur chaque antenne. Donc là, on a allumé 6 antennes en même temps, et elles ont toutes ce qu'on appelle une trace, donc c'est ces espèces de pulses là, qui sont très très clairs, et ça ressemble énormément à des rayons cosmiques, quoi. Enfin, tous les signaux indiquent que c'est ça, et il en avait quelques-uns comme ça, et l'émotion, quoi. On se dit, ça y est, parce que ça faisait un certain temps qu'il avait plein de données qu'il était en train d'analyser. C'était une espèce de, c'est un truc de chercheur d'or, où il cherchait dans tous ces bruits bien crades, il essayait de trouver les petits trucs bien, et là il tombe sur ça, et enfin, c'est super. Et donc on a annoncé ça en grande pompe, on a annoncé ça à la grande conférence du domaine cet été, et ça a commencé à faire un peu de bruit, enfin non, ça a fait du bruit, parce que donc c'est la première fois qu'on détecte qu'avec des antennes radio des particules cosmiques. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ouvre un nouveau champ des possibles, on valide une technique de détection, on va pouvoir passer à la suite et construire vraiment ce détecteur de neutrinos gigantesque. Tant qu'on n'avait pas validé ça, tout le monde était sceptique. Là, on y va. On va pouvoir faire des antennes radio pas chères, y aller et détecter des neutrinos de l'ultra-haute-énergie. Et ça nous a pris 10 ans. Et vous allez peut-être vous dire, ok, c'est cool, là on a 63 antennes qui fonctionnent dans le désert de Gobi, et on en mettra 300, hein, mais ça reste un prototype, et on va en mettre beaucoup plus, probablement ailleurs. Et vous vous dites peut-être, ok, 63 antennes, 10 ans, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que entre 2015 et 2025, où on était en train au début de rêver en se disant on va faire 200 000 antennes radio sur 200 000 km² dans le monde entier, ça va être super. 2015. Et puis là, il y a eu un raidissement politique, en particulier avec la Chine, hein. Et ensuite, il y a eu une guerre. Ensuite, on a eu la pandémie. Ça, c'était 4 ans dans les dents au moins. Parce que quand on veut construire une expérience en Chine et qu'il y a une pandémie en Chine, c'est compliqué. En particulier, juste avant que la pandémie éclate, on avait 100 antennes qui étaient produites, et les collègues chinois avaient préparé tous les instruments pour niveler le terrain, machin. Ils étaient prêts à partir, et là, tout s'éteint. Et donc, on a attendu 5 ans avec nos antennes dans le hangar. De pouvoir les déployer. Et je sais qu'il y a eu des choses bien pires qui se sont passées. Et nous, on piaffait un peu, quoi. C'était un peu... Voilà. Et puis, raidissement politique. Ce qui fait qu'on arrive à 2025, et puis on a des super chouettes résultats, on est très contents, mais c'est quand même passé 10 ans. Et j'ai un message que j'aime bien dire à ce moment-là, qui est quand même que pendant toute cette décennie, où il y a eu tout ça, on a quand même gardé une collaboration super chouette. Et ça fait très bisounours de le dire, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est que vraiment, dans ce genre de contexte, de réussir à pouvoir continuer à collaborer dans des contextes internationaux entre des Chinois, des Américains, des Européens, dont plein de nations ne peuvent plus se parler parce que les gouvernements ne se parlent plus, ça fait vraiment du bien. Et on s'est retrouvés soit à prendre du café ou à être en visio, et à pouvoir discuter de la vie, même de politique des fois. Et ça, je trouve que alors aujourd'hui en tout cas, c'est très porteur d'espoir de se dire que ce ciel est un terrain de neutralité autour duquel on peut encore construire et se donner la main. Voilà. Donc, ça, c'était un fait. Mais, avec toutes ces années de retard et la pandémie et le raidissement politique, on s'est dit, et tous les collègues, hein,
compris les collègues chinois, on s'est dit, il faut faire quelque chose, on ne peut pas juste avoir un site en Chine. Il faut ouvrir un autre site et on va le faire en Amérique du Sud. Et donc, dès l'ouverture des frontières, on a eu une bourse du CNRS pour partir en Argentine, aller faire une campagne sur le terrain, pour mesurer la qualité d'un environnement radio dans la province de San Juan. Vous avez vu sur la carte en Argentine, donc on est parti avec des petits équipements donc dans une petite voiture et on a fait de la route. Et à chaque fois, donc, le premier truc qu'on faisait, c'était on allumait la radio parce que si on entendait du grésillement, c'était que c'était bien. C'était un site propre. Et si on entendait des émissions radio, c'était qu'il ne fallait pas se mettre d'accord. Et ensuite, on déployait nos instruments, on faisait des mesures. Et comme ça, on a eu un super contact avec le gouvernement local de cette province-là. Et on a vu qu'il y avait une très belle vallée où éventuellement on allait pouvoir s'installer. C'était encore un peu de la science-fiction à l'époque. Et puis lorsque on a eu nos premiers résultats nos premiers rayons cosmiques qui allaient bientôt sortir, on a senti que ça y est, ça allait vraiment converger, cette histoire de prototype. Et donc, encore une fois, j'ai parlé du doctorant de mon équipe, Yolande Lavoisier, qui sera, mais c'était un effort collectif. La Chine, la première, qui a mis tout l'équipement, tout le déploiement et toute la collaboration, toute la chaîne est nécessaire, bien sûr, pour sortir ces résultats. Donc, lorsqu'on a vu que ça allait déboucher, alors moi, je suis partie dans les bois en Pennsylvanie pour faire une espèce de retraite académique, mais en fait pour travailler avec ma collègue américaine Stéphanie Wissel, qui avait une autre idée, qui était en train de tester un autre prototype radio. Une autre idée. Elle, son idée, c'était pas de déployer grand en mettant plein d'antennes comme ça, c'était plutôt de mettre plusieurs antennes très rapprochées et de faire ce qu'on appelle un réseau phasé. En mettant des antennes ensemble, elle allait avoir le même signal vu par toutes les antennes, un tout petit peu décalé. Tout le monde allait voir le même signal et un bruit un tout petit peu différent. Et en fait, quand on fait quelque chose comme ça et qu'on ajoute le signal, enfin qu'on ajoute ce qu'on mesure sur toutes les antennes, et bien les signaux vont s'ajouter et résonner alors que le bruit va se moyenner et s'écraser. C'est ça le phasage. Et donc elle avait un prototype qu'elle avait mis en Californie et qui commençait aussi à sentir bon. Et on s'est dit, peut-être que plutôt que de faire 200 000 km², plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés dans plein d'endroits dans le monde alors que c'est compliqué, peut-être qu'on va essayer d'être beaucoup plus intelligent. On va combiner nos deux techniques qui ont chacun leurs avantages, leurs désavantages et faire quelque chose de 20 fois plus puissant. C'est vraiment ça l'idée, c'est l'union fait la force, 1 + 1 = 20. C'est donc avec nos deux techniques combinées. Donc sa technique son prototype s'appelle Beacon et nous c'est Grand. Donc Beacon et Grand mis ensemble, ça fait ce qu'on a appelé HERO, ça s'appelle Hybrid Elevated Radio Observatory for Neutrinos. Bon, en tout cas, une fusion, une synergie entre deux techniques qui va faire qu'on va augmenter considérablement la sensibilité de notre détecteur. Et donc là, on va pouvoir faire un peu ce qu'on voulait, mais avec une vallée de... pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Une vallée comme ça, exactement celle-là, sur 70 km de long, comme ça, en mettant des antennes, des réseaux phasés à la Beacon, à la Stéphanie Wissel, comme ça, tous les 3 km, et des antennes grandes tout autour, qui vont compléter et faire fonctionner le réseau beaucoup plus puissamment. Et donc, on va voir les neutrinos sortir de la Terre ici, et on va les regarder avec un système d'antennes radio ici, et on ne va pas avoir besoin de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés pour détecter nos neutrinos. Et donc, on a travaillé là-dessus pendant 10 ans, puis ensuite pendant 2 ans pour faire des simulations, pour faire des calculs, pour montrer que ça c'était possible. On a vraiment travaillé sur ce concept
Et on a proposé ça à l'Europe. Et la semaine dernière, on a eu ce résultat qui est que ce projet est financé par l'Europe, par ce qu'on appelle une ERC, par la Commission européenne. Et donc, on a obtenu 14 millions de l'Europe pour faire la phase suivante de Brand, la phase suivante de cette détection de neutrinos de ultra haute énergie. En fait, on va concrètement construire le détecteur de nos rêves dont on a rêvé en 2014. Enfin, ça ne va pas être la même configuration, mais c'est exactement ce qu'on voulait faire en 2014 qu'on s'est vu. On a pris un café avec Olivier, c'est ce qui va se passer là maintenant. Donc, c'est les 4 porteurs de ce projet. Donc, il y a Stéphanie Vissel, Olivier Martineau, et puis ça, c'est Jaime Alvarez-Muniz, qui est notre partenaire argentin, qui est un virtuose des simulations numériques pour travailler sur cette chaîne de cascades de particules. Et donc, voilà, 14 millions d'euros pour détecter des neutrinos de ultra haute énergie et révolutionner notre compréhension du ciel violent. Donc, voilà, c'est ça qui va se passer dans la suite, et ça nous met en joie. Donc, pendant les 6 prochaines années, c'est ça qu'on va faire. En attendant, on ne fait pas ça comme ça en se disant oui, bah voilà, c'est cool. Contrairement à ce que, pour la science, qui est un journal que j'aime beaucoup, a publié le mois dernier, en faisant un petit cartoon qui nous taclait comme ça, gratuitement. Ça veut dire qu'on devient important, je crois. C'est ballot, on ne peut plus sauver la planète, on a tout investi dans la détection des neutrinos. Alors, bon, déjà, est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui de dire que on va, dans la balance entre sauver la planète et faire de la science, je ne suis pas sûre que ça se joue en ces termes. Voilà. Mais surtout, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que la collaboration a toujours été très soucieuse de son impact environnemental. On a été les pionniers à faire notre bilan carbone de façon très pointilleuse, avec des spécialistes du domaine. Donc, c'était le premier grand projet de physique à faire son bilan carbone. Et ce qu'on a vu, c'est que typiquement, on a regardé différents postes qui pouvaient avoir un impact sur l'environnement. Et ce qu'on a vu, c'était que l'équipement, bien sûr, les antennes avaient un fort impact, mais aussi le numérique, c'est-à-dire toutes les données qu'on allait devoir stocker et transmettre. Et donc, le bilan carbone par an, c'est de moins de 100 voitures la production de 100 voitures pour la phase qu'on va faire, la phase suivante. Et en voyant ce graphe, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a mis en place plusieurs politiques pour essayer d'être plus sobre en termes d'impact, mais aussi on a fait une analyse cycle de vie très détaillée avec aussi des spécialistes de nos antennes, en tout cas dans la phase de prototype. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que par exemple, en faisant des changements simples comme changeant l'acier de notre structure métallique, on allait gagner, en utilisant un alliage qui se trouve aussi très facilement dans le commerce, on allait réduire notre impact de 66%. Donc, il y a des actions comme ça relativement simples qu'on peut implémenter, qui peuvent aussi faire une différence. Enfin, on travaille aujourd'hui sur cette phase prototypaire aussi pour faire ce genre d'études-là. Donc, on pourra faire ça, puis beaucoup d'autres actions. On est bien conscient qu'il y a un impact, mais on essaye de le réduire plutôt que de se dire, non, en fait, finalement, on va s'asseoir et puis on ne va pas détecter de neutrinos de ultra haute énergie. Voilà. C'était un autre message, et je vais terminer en vous disant que si vous voulez un peu avoir plus de... vous réimmerger dans ce désert de Gobi, vous avez un film, un documentaire très contemplatif que j'apprécie beaucoup, malgré le fait embarrassant qu'on soit dedans, par Jean Mouette. Vraiment, il y a un son merveilleux en tout cas, et des images aussi bien sûr. Et puis si jamais vous voulez en lire plus, et bien comme disait Yann, vous pouvez aller lire Univers violent, qui est sorti cette année chez Albin Michel. Voilà.
et qui se trouve dans les bonnes librairies. Soit une mauvaise. Merci. Désolée, c'était long. Non, 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 non. On a fait un beau voyage. Hein. Ça bouge un peu de gros, du coup, très bien. Alors, on va prendre 3 questions là maintenant, ce dont tout le monde peut répondre. Et après, je pense, vous pouvez poser une question plus personnelle à la pause. Là, on a 3 questions quand même. Allez-y, voilà. Avec la détection des neutrinos, qu'est-ce que ça permet d'avoir en plus comme information sur les événements qui produisent des neutrinos? Excellente question. Donc, chaque messager a ses informations particulières. Hein. Donc, par exemple, les bombes gravitationnelles va nous renseigner sur la masse. Les neutrinos étant des particules filles des rayons cosmiques, ça va vraiment nous renseigner sur les mécanismes d'accélération de ces particules et donc, en premier lieu, sur l'énergétique des sources. D'abord, l'énergie, parce que pour arriver à donner de l'énergie à des rayons cosmiques jusqu'à ultra haute énergie, il y a vraiment une contrainte très très forte sur le budget énergétique qu'il y a dans ces sources-là. Et ça, on ne peut pas le mesurer juste avec la lumière. Il va falloir aller chercher des particules. D'autre part, les processus d'accélération qui vont donner lieu à ces particules, et à celles-là, sont conditionnés sur la structure des sources. Si on a un jet particulier avec un boost de Lorentz, si les sources sont relativistes, si à l'intérieur de ces sources il y a de la matière qui est homogène, inhomogène, toutes ces questions vont être toute cette structure-là de la source vont favoriser ou non l'accélération des particules. Et donc, il y a des modèles différents qui prédisent la création ou non des rayons cosmiques à différentes énergies. Et donc, le fait de voir des neutrinos, donc de savoir qu'il y a eu des rayons cosmiques, va aussi nous renseigner sur la géométrie, enfin, sur cette structure de source. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passerait si une de ces particules d'ultra haute énergie passait à travers et interagissait avec un humain? Alors, un cancer. C'est sympa. Une tasse de thé chaude. C'est ça. En fait, alors, les rayons cosmiques, par exemple, dans l'espace, lorsque les astronautes vont dans l'espace, c'est un vecteur, c'est quelque chose dont ils sont obligés d'essayer de se protéger, mais ils ont quand même des radiations assez importantes. Et on sait que ça peut effectivement créer des cancers. Je crois que c'est ça. Hein, donc, parce qu'on dépose de l'énergie dans des cellules et ça peut les faire muter. Je ne sais pas à quel point c'est documenté. Il me semble que si, quand même. Il me semble qu'il y a une certaine documentation pour justement les astronautes qui vont dans l'espace. Alors, pour les particules de ultra haute énergie, ça pourrait être pire. Alors, mais rassurez-vous, les rayons cosmiques de ultra haute énergie, ou les neutrinos de toute façon, les neutrinos, ça nous traverse, les rayons cosmiques de ultra haute énergie ne vont quasiment aucune chance d'arriver au sol parce que avant ils vont interagir avec les molécules de l'atmosphère. Donc ils vont déposer leur énergie, tout va être divisé en plein, et ce qui arrive au sol reste très gérable par le corps humain. D'autres questions? Vous avez dit que vous avez réussi à trouver un financement de 14 millions par l'Europe. Comment est-ce que comment est-ce que des institutions comme l'Europe, comment plutôt vous les convainquez de vous donner autant pour un projet qui est si fondamental et qui ne va pas forcément avoir de retombées directes financières pour eux?
Alors, justement, le RC, ce financement-là est fait pour la recherche fondamentale. C'est un financement de recherche fondamentale. Donc, on compétitionne avec d'autres projets de sciences fondamentales. Il n'y a pas de retombées économiques directes. Voilà, donc c'est un gros budget européen qui est alloué, pas énorme d'ailleurs, qui est alloué pour financer ces projets-là, qui sont distribués avec un petit taux de réussite. Donc là, c'était 6% de taux de réussite. Il y avait 800 projets. Et donc voilà, on est arrivé à la fin. C'est un miracle. Hein. Vraiment. On comprend toujours pas. Enfin, si, en fait, on comprend parce que c'est quand même cool. C'est très excitant de partager cette excitation. Mais c'est assez miraculeux qu'on soit arrivé. C'est super. Et ça se fait autre part qu'en Europe? Je veux dire, ce genre de financement, par exemple en Chine ou dans d'autres pays? Alors en Chine, ils ont beaucoup d'argent. Pour la physique fondamentale? Ah oui, oui. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'on a fait Grande là-bas pour commencer. Je crois qu'ils ont déjà mis un bon 3 millions sur le prototype. Et ils vont en mettre d'autres millions. Ils investissent énormément sur la science fondamentale parce que c'est un peu comme, je pense que c'est comme à l'époque la course à la Lune. Là. Il y a un côté comme ça. Ils voient bien qu'il faut aussi faire cette compétition sur la science fondamentale, d'être des leaders de tous les domaines. Et donc, ils investissent énormément. Ils ont des infrastructures, des capacités vraiment colossales. Ils sont très forts. Mais ils n'ont pas toujours l'expertise bien développée, ce qui fait que ils nous rattrapent très très vite. Donc, là, c'est une vraie collaboration. On a pu travailler ensemble et c'est très chouette. C'est très chouette. Dernière question. Vous avez dit que vous seriez capable, avec le dispositif, en plus de déterminer à la fois de savoir la position parmi les données et avec la détection que vous avez faite cette année, est-ce que vous avez été capable de... Oui, on peut reconstruire la direction d'arrivée des rayons cosmiques, mais comme je disais, les rayons cosmiques, ils sont déviés dans l'univers, donc on ne peut pas vraiment retrouver une source avec les rayons cosmiques pour l'instant. Il faudrait qu'on détecte des neutrinos, et là, mais oui, mais ce qu'on appelle la reconstruction de cette direction d'arrivée, cette méthode-là marche super bien. Et ça, c'est bien aussi. C'était important de vérifier qu'on était capable, avec nos outils nos outils numériques, en fait, d'inférer ce qu'on a, cette empreinte toute seule, de dire, voilà, ça vient de là. Et ça, on y arrive vraiment bien. On a une précision vraiment très importante de moins d'1 degré, une fraction de degré dans le ciel, ce qui est très précis pour des particules. Et c'est ça aussi la force de notre projet, c'est qu'en radio, on arrive très très bien à pointer et à voir des sources. Et c'est pour ça que quand on verra des neutrinos, contrairement à KM3net, ou peut-être que KM3net en verra d'autres et il sera capable aussi, mais en tout cas, nous, on sera vraiment capable de dire c'est cette source-là. Et c'était l'un des arguments pour nos finances. Merci pour vos questions, elles sont vraiment toutes intéressantes et vraiment, je suis assez surpris. Bien. Donc on peut remercier Kumiko pour son... Plus naïf.